Alors, nous allons démarrer et donc je vous propose, c'est vrai que j'aurais pu, étant donné l'actualité, prendre des images de Martin Parr, puisqu'il va avoir les honneurs du FRAC pendant presque 6 mois, là. Et donc j'aurais pu choisir cette photo, ou j'aurais même pu choisir une photo, vous voyez, du même lieu, toujours de Martin Parr, fait au début des années 80. Mais en fait, je vous propose ce soir une photo. Vous voyez bien, cette photo peut paraître d'une très très grande banalité. Et si je vous posais une question extrêmement simple, que voit-on? Alors là, d'ailleurs, on pourrait jouer, si certains ont compris le principe de la conversation, vous pourriez répondre sur le petit texte et me dire ce que vous voyez. On peut laisser 4-5 secondes si les gens… Alors, donc je reviens sur la photo. Que voit-on? Je ne vois pas de photo. Ah, vous ne voyez pas la photo, vous ne voyez pas sur… Il y a une personne qui ne voit pas la photo là. Oui, Pas… je ne vois rien, je ne sais pas comment me débrouiller là. Ah, je suis embêté. Écoutez, Oui, oui, non, mais ne vous inquiétez pas pour moi. bon, je ne m'inquiète pas. Donc là, sur cette photo, si je vous demandais qu'est-ce que vous voyez, que voit-on, je pense qu'effectivement, la plupart d'entre vous ont pensé immédiatement à une salle de bain. C'est-à-dire qu'effectivement, sur la photo que je vous ai montrée, on voit ce qu'on appelle les composants traditionnels d'une salle de bain, une baignoire, un lavabo, une cuvette, des toilettes, et puis un miroir. Voilà ce que l'on voit a priori sur ce document. Donc, je vous remonte cette photo maintenant, et là on va prendre un peu plus de temps si vous voulez bien, parce que effectivement, c'est à la fois les éléments d'une salle de bain et ce n'est pas tout à fait les éléments d'une salle de bain. C'est-à-dire que si vous regardez attentivement, on va repérer assez rapidement que les fonctions d'une salle de bain, c'est-à-dire la robinetterie, la tuyauterie, bien, il n'y en a absolument pas dans l'image. C'est-à-dire que vous n'avez pas plus de robinet que de chasse d'eau. Voilà, on a les éléments, certes posés dans un décor, dans un cadre qui fait penser à l'organisation d'une salle de bain, mais on n'a pas de salle de bain. Et puis, il y a un autre petit élément qui, immédiatement, chacun d'entre vous, je pense, a pu identifier comme un miroir, si vous voyez ma petite flèche, au-dessus du lavabo. Et effectivement, cela fait penser à un miroir. Après, si déjà on regarde avec attention, on peut se dire que c'est un miroir qui est placé bizarrement. Il n'est pas au centre, il est légèrement bas pour se voir dans le miroir. Pensez quand vous êtes debout devant un lavabo, vous voyez, ce miroir renverrait plutôt l'image de vos épaules, du haut de votre corps, que de votre tête. Donc voilà, il y a quelques dysfonctionnements de toute évidence dans l'apparence d'une salle de bain. Alors, en fait, cette photographie est la première d'une séquence de 9 photographies, donc réalisées par Duane Michels. Alors, Duane Michels, c'est un artiste, photographe américain, qui a aujourd'hui 88 ans et qui, j'en profite, puisque effectivement, je vais parler beaucoup de lui ce soir, et c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, qui, pendant le confinement, a réalisé, là, la semaine dernière, quelques vidéos que je vous invite vraiment à aller retrouver. Je mettrai le lien sur les sites du FRAC pour effectivement aller voir ces vidéos. Alors, oh là, il y a quelqu'un qui a écrit sur mon écran, là. Non, ça y est. Et donc, si cette image est donc la première d'une séquence de 9. Je vais donc passer à la deuxième image. Et là, oui, énorme surprise. Cette image, alors de toute évidence, il y a un pied humain assez gigantesque qui a surgi dans l'espace de notre salle de bain. Et donc, si on essaye de réfléchir à ce qui se passe, en fait, on a une seule alternative. C'est-à-dire que ou nous sommes dans une salle de bain miniature, minuscule, ou cette jambe, cette apparition, est celle d'un géant. Alors bien entendu, comme on est, je pense, tous malgré tout quelque part assez rationnels, et puisqu'il s'agit de photographie,
On imagine bien, si la salle de bain était à l'échelle 1, c'est-à-dire à une échelle normale, que ce personnage aurait une taille dépassant les 3 mètres et que même si on veut bien admettre qu'il y ait quelques géants, effectivement, ça fait beaucoup. Donc, voilà, on a… attendez, je regarde s'il y a d'autres personnes qui veulent rentrer. Non. Une salle de bain un peu vieillotte. Voilà, je lis en même temps vos commentaires, mais c'est bien. Hein, j'essaye de manipuler en même temps, c'est pas très simple. Donc effectivement, ah oui, quelqu'un que je connais bien parle aussi d'une fausse jambe. C'est vrai que ça serait une fausse jambe hyper réaliste qui aurait pu se positionner dans le champ. Mais on va dire, là, on hésite globalement entre une petite salle de bain et effectivement la jambe d'un géant. On avance, alors cette séquence photographique, hein, lorsqu'elle est présentée dans une galerie, dans un musée, elle est placée de façon linéaire à hauteur de regard. C'est-à-dire qu'on avance, en généralement de gauche à droite, dans le sens de la lecture, d'une image à l'autre. On passe maintenant à la 3e image. Et effectivement, cette image est assez intéressante. Je dirais que là, immédiatement, vous allez penser que c'est clair, c'est une petite salle de bain. Ce personnage est un personnage qui semble tout à fait normal. Et puis, on imagine qu'il s'agit là d'éléments assez miniatures qui ont été posés. Alors, qui sont posés où? C'est pareil, hein. La lecture de cette image peut être assez complexe, donc je vous donne quelques éléments. Il y a des reflets, vous voyez bien, par exemple, les toilettes, vous les voyez ici, vous les voyez ici. Par contre, il y a un élément ici qu'on ne voit pas à l'intérieur, à la droite de l'image, là, vous voyez, c'est la poubelle qui est en fait sur le trottoir. Puis là, il y a un élément qu'on peut voir, c'est l'arrière d'un camion, en fait. Et si vous regardez bien sur le bord en haut et à droite de l'image, en fait, on voit une perspective d'immeuble. En fait, c'est l'image, nous sommes dans une rue, enfin, et le photographe est plus précisément à l'intérieur d'une vitrine dans laquelle sont exposés les différents éléments. C'est-à-dire qu'on a ce personnage et puis on a des éléments miniatures qui sont donc disposés dans la vitrine. Alors, j'en reparlerai plus tard, mais je pense que certains d'entre vous ont déjà repéré qu'il était assez étonnant que ce personnage n'ait qu'une jambe. Donc effectivement, on peut se dire, tiens, c'est curieux, où est la 2e jambe? Alors, pour des raisons de compréhension de l'exposé, pour l'instant, on va laisser la 2e jambe de côté. Puis, il y a un autre élément qui est important, vous voyez ici à gauche de l'image, l'élément qui dit « exit », sortir. Donc, est-ce que cette image est là par hasard parce que ce mot-là est dans la vitrine ou est-ce que finalement, il y a là un message un peu subliminal? Alors, juste pour préciser, parce que d'autres personnes sont intervenues, sont rentrées avec nous dans la conférence, et s'ils pensent à couper leur micro, parce qu'effectivement, dans l'enregistrement, on aura comme ça des petites perturbations. Ne vous inquiétez pas, je vous laisserai la parole à la fin de l'exposé. Il y aura un temps de parole où on pourra échanger à propos de tout ce que vous avez vu. Donc, on revient à cette image et on a bien repéré à la fois la vitrine. Je pense que tout le monde a bien compris maintenant. Hein, ça, c'est la vitrine, comment dire, qui sépare l'espace intérieur de la rue. Et donc, on va avancer. Là, on s'est dit, bon, c'est une salle de bain miniature. On avance à la page suivante. Et là, effectivement, on constate que cette image qu'on a prise pour une image est en fait une photographie dans un livre. Alors, c'est une photographie dans un livre, donc il y a le surgissement d'une certaine manière d'un nouvel espace, l'espace du livre, et ce livre d'ailleurs qui est tenu par un pouce. Alors, il est intéressant de savoir que quand les images sont présentées normalement dans une exposition, ce pouce est quasiment à l'échelle 1, comme vous voyez bien d'ailleurs une invitation à ce que le spectateur vienne poser sa main et s'empare de cette image, et je dirais presque en contradiction avec le mot qu'on avait vu
pardon, qu'on avait vu précédemment, exit, qui nous invite à sortir. Là, c'est presque une invitation à entrer. Et puis surtout, même s'il s'agit bien entendu, enfin, comment je vous l'ai dit, Duane Michels étant américain, d'un texte en anglais, je pense que vous avez tous repéré le mot, il y est 2 fois d'ailleurs dans ce texte, le mot giant, qui renvoie effectivement à un géant. Donc vous voyez bien que tout d'un coup, là, on avait oublié, on était totalement dans un espace miniature de salle de bain, et brutalement, on nous parle d'un géant. Cette ligne, finalement, est presque la légende de la photographie et nous dit « ce personnage est un géant ». Donc vous voyez qu'en 4 images, on a déjà sur l'échelle de l'image, on a d'abord pensé à l'image 1, que c'était effectivement l'échelle 1 d'une salle de bain. À l'image 2, je le rappelle, le surgissement du pied nous dit « Ah, paradoxe, soit mini salle de bain, soit géant ». À l'image 3, on est au géant, et à l'image 3, on était sûr que s'agissait d'éléments de salle de bain miniature. Et à nouveau, la question de l'échelle est remise en cause par le surgissement de ce mot géant, qui est la légende de cette image. Donc effectivement, on a là un jeu qui commence à se mettre en place sur cette séquence photographique. Alors on va avancer. Donc cette fois-ci, on voit bien que le champ s'élargit d'une certaine manière, on retrouve bien le livre, on retrouve bien le pouce légèrement décalé, et puis effectivement, nous sommes cette fois-ci, je dirais, derrière un personnage qui semble marcher dans ce qu'on pourrait dénommer un tunnel ou un passage couvert, avec de toute évidence une sortie, un espace lumineux au bout je dirais à l'extrémité du couloir vers lequel ce personnage semble se diriger. Voilà. Alors si on regarde maintenant l'image suivante, là on a une vision très nette qui se précise, c'est-à-dire ce qui était tout à l'heure flou avec la profondeur de champ est devenu net. On a la silhouette très identifiable d'un personnage, et puis on a ce corridor sombre et cet effet de lumière qui est au fond du corridor. Alors je pense qu'au moment où on arrive sur cette image, évidemment, c'est un peu la difficulté quand nous ne sommes pas en présentiel, mais je pense que certains d'entre vous ont déjà quelque chose qui commence à naître dans leur esprit à propos de cette cinquième image, ou 6e image d'ailleurs, c'est 6e. D'ailleurs, si certains se disent qu'ils ont quelque chose à dire sur cette image, ils peuvent utiliser la conversation, puisque j'ai vu que certains l'utilisaient déjà, pour finalement, est-ce que cette image leur fait penser à quelque chose? Ah, il n'arrive plus à nous joindre. Alors c'est l'image du miroir, c'est Anne-Marie qui effectivement a pensé. Alors, il y a des gens qui n'arrivent pas à nous joindre, j'en suis désolé. Je vais faire un tout petit stop à ce stade-là, c'est pas grave, pour essayer de voir si je peux récupérer des gens. Ça va pas être long. Attendez, je vais juste arrêter le partage quelques secondes et je regarde dans les participants si j'arrive à avoir tout le monde. Ouais, je pense que, bon, il y a quand même pas mal de gens qui sont là. Bon, je vais relancer le partage d'écran. On va revenir à notre image. Voilà. Donc, je reprends, nous en étions là. Alors, effectivement, Anne-Marie et d'ailleurs, je vois Isabelle, ont constaté que cette image était celle qui était effectivement au-dessus du lavabo. Alors, je dirais maintenant, les choses se précisent. On est dans ce qu'on pourrait appeler en cinéma dans une espèce de travelling arrière, c'est-à-dire qu'effectivement, le regard ou le point de vue reculant à nouveau, on retrouve cette image qui est encadrée. Et évidemment, ce cadre, vous l'avez sans problème repéré, imaginé, eh bien, celui qui était au-dessus du lavabo. Donc voilà, on retrouve, et là, nous sommes à la 8e image.
Et quelle est la 9e image qui va clore la séquence, hein, qui va clore le dispositif? C'est évidemment, voilà. Alors là, je suis allé directement, j'aurais pu prendre un tout petit peu de temps, pardon. Voilà, la 9e image est celle-ci. Et donc maintenant, si on veut s'intéresser à l'ensemble du dispositif, je vais vous laisser un peu le temps d'observer ces images-là. Alors, je les ai regroupées en 3 colonnes de 3 images. Encore une fois, il faut les lire dans ce sens-là, hein. Dans une galerie, elles sont présentées, encore une fois, de manière linéaire, les unes à côté des autres. Donc l'image 1, l'image 2, l'image 3, l'image 4, l'image 5, l'image 6, l'image 7, l'image 8 et l'image 9. Donc voilà. Et là, vous avez le titre anglais, mais en français, je pense que la traduction, les choses sont étranges et tout à fait acceptables, et donc qui date de 1973. Alors, vous voyez que cette séquence, déjà, ce premier petit voyage que nous avons fait dans cette séquence est assez étonnant. C'est-à-dire qu'au départ, certains avaient fait la remarque qu'on était un peu dans une salle de bain vieillotte, sale, etc. Et puis, tout d'un coup, je dirais, le discours de l'artiste s'est mis en place. Il a commencé à mettre en doute l'échelle de l'image. Et puis ensuite, on progressait sous la forme d'un zoom arrière. Alors, si on regarde bien, à partir de là, notamment, on est pratiquement en permanence dans un dispositif qui recule. Mais ce qui est plus étrange, encore une fois, vous imaginez bien dans la galerie, vous voyez la première image, qui est celle en haut à gauche, et vous avez fait 2 mètres environ, et vous vous retrouvez exactement à votre point de départ. Donc, il s'agit de ce qu'on appelle une figure assez classique, qui est la boucle. Donc, voilà, je vais interrompre quelques instants le partage. Et alors, je vais essayer que vous puissiez me voir. Je pense que si j'ai la parole, là, tout le monde doit… Est-ce que vous me voyez là? Oui, s'il y en a qui me disent… Oui, 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 oui. Merci, merci. Donc, nous sommes effectivement… voilà, j'ai une bande de papier. Nous sommes dans le cadre, si on voulait représenter symboliquement ce qu'on a vu, ce qu'on vient de voir, c'est qu'on fait effectivement une boucle. C'est-à-dire qu'on serait dans ce cadre-là. Alors, à ceci près qu'évidemment, cette boucle, telle que je la représente, en fait, il y a 2 côtés. C'est-à-dire que si on avait suivi les images d'un côté, on ne serait jamais passé de l'autre côté à l'intérieur. Donc, effectivement, il y a une question importante sur l'idée de cette boucle. Alors, certains me voient déjà venir, bien sûr, mais je vais retourner à la séquence photographique, et c'est là où ça va devenir, je pense, intéressant. Donc, je la laisse sous cette forme-là. Maintenant, si vous regardez bien, et si on pose une question qui en photo est souvent un élément dont on parle beaucoup, c'est le hors-champ. Si finalement, on considérait donc ces 9 images comme un ensemble, et on se posait la question, quel est le hors-champ de cette image? Puisque normalement, la photographie est un fragment de la réalité. C'est-à-dire qu'on cadre un élément, et puis il y a ce que l'on a cadré à l'intérieur de la photo, et puis il y a un extérieur, alors qu'on ne voit pas, le fameux hors-champ, mais dont on sait qu'il existe. Mais là, regardez bien, si on part de la première image, alors, rentre dans le champ un élément nouveau, on aura l'occasion d'y revenir, le fameux pied. Mais à partir de là, au-delà, vous voyez, l'image précédente est cadrée là, on a la vitrine, etc. Ensuite, en fait, l'extérieur, c'est le livre. Puis ensuite, c'est le couloir, le corridor dans lequel déambule ce personnage. Ensuite, c'est effectivement l'image, je dirais le corridor dans sa totalité. Et puis, en fait, cette image est alors un miroir, ou plutôt une autre image qui est effectivement encadrée dans un cadre. Et puis, ce cadre est en lui-même au-dessus du lavabo, et on revient à l'image de départ. Du coup, vous pouvez constater qu'il n'y a pas de hors-champ. C'est-à-dire, c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire, on voit tout le dehors de l'image, puisqu'une fois qu'on a reculé, on est toujours dans l'espace initial. C'est donc comme si on était sur un monde autonome qui n'avait pas d'extérieur ou pas d'extériorité. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et maintenant, je vais vous demander d'observer bien. Alors,
je vais essayer d'aller à l'image suivante. Les deux images que je viens d'encadrer, la 3 et la 6. La 3 et la 6, elles ont une particularité que n'ont aucune des autres images. Si vous regardez bien précisément à la 3 et la 6, vous voyez qu'ils sont l'une en dessus de l'autre, eh bien, aucun élément de la 3 n'est dans la 6 et aucun élément de la 6 n'est dans la 3. Alors, c'est assez facile à comprendre, puisque vous avez suivi le cheminement. L'image 6, c'est l'image du cadre qui est derrière la jambe. Donc, on ne la voit pas. Elle est dans une forme de hors-champ, si on veut, mais elle n'est absolument pas visible. Et de la même manière, vous voyez qu'on s'est suffisamment écarté. On sait que l'image 3 est l'illustration du livre que tient le personnage, mais on ne le voit absolument pas. Donc, ces deux images sont graphiquement, si l'on veut, complètement exclusives l'une de l'autre. Alors que si vous essayez entre n'importe quel, si vous essayez de comparer n'importe lesquelles par deux images ou par trois, évidemment, entre la 1 et la 2, vous voyez bien qu'il y a des tas d'éléments qui sont communs. Entre la 4 et la 5, il y a le pouce, le livre, etc. Mais encore une fois, entre la 3 et la 6, il n'y a absolument aucun élément commun. C'est-à-dire ces deux images exclusives l'une de l'autre. Alors, je vais à nouveau arrêter le partage, je vais à nouveau passer, je vais récupérer ma bande de papier qui est tombée par terre. Hop, voilà. Et donc, tout à l'heure, j'ai fait la boucle. Mais maintenant, je vais faire une petite manipulation, qui au lieu de fermer la boucle de cette manière-là, je vais inverser mes deux morceaux, je vais coller ma boucle et je vais obtenir cette figure-là. Cette figure-là, je n'ai pas jugé utile de la coller, mais vous allez me croire sur parole, on obtient maintenant cette boucle particulière. Voilà. Et cette boucle, elle est vraiment très particulière. Alors ça, je vais essayer de le faire devant vous. C'est-à-dire que si, vous voyez, je prends un feutre, je prends la boucle et je trace au milieu, alors je vais essayer de lever, je trace un trait au milieu de la feuille de papier. Je vais le faire, ça va prendre un tout petit temps, mais ça va être bon. Voilà, et vous pourrez évidemment, bien entendu, le faire après chez vous. Je continue à tracer. Voilà, hop. Je continue à tracer, et à un moment, c'est un peu long, mais je vais continuer à tracer. Oui, sans fin. Vous avez tout à fait raison, mais pas tout à fait sans fin, parce qu'à un moment, bien entendu, je vais recroiser. Voilà, c'est ce moment précis là. Vous voyez, ici, là, je vais revenir à mon point de départ. Voilà. Et en fait, on est exactement dans la configuration de cette séquence photographique. Nous sommes partis d'un point, nous avons parcouru les deux faces, les deux éléments qui sont exclusifs l'un de l'autre, et nous sommes retournés à notre point de départ. Et cette figure, cet élément géométrique, alors là je vais retourner sur la présentation, porte un nom. Alors là, je représentais mes deux images, la 3 et la 6. Voilà, cette figure que j'ai dans les mains s'appelle un anneau de Möbius. Alors, anneau de Möbius, du nom de son inventeur, qui s'appelle August Ferdinand Möbius. Donc, je vous ai mis, c'est un mathématicien allemand, un physicien mathématicien allemand, 1790-1868. Et la figure qu'il a découvert, là, enfin, disons, on n'est pas absolument sûr de la date, mais on pense que c'est autour de 1858, c'est-à-dire 10 ans avant sa mort. Il a donc découvert les propriétés de cette figure. Alors, cette figure, je reviens parce que si, au lieu d'utiliser un stylo, comme je l'ai fait tout à l'heure, nous avions pris un ciseau et que nous avions découpé par son milieu cette bande, voilà, on obtient en fait une seule bande, mais deux fois plus grande. Et puis maintenant, alors celle-là, je ne l'ai pas fait parce que c'était compliqué, mais si je refaisais la même chose, c'est-à-dire si je découpais cette bande par deux, et je n'obtiendrais pas une bande deux fois plus grande, j'obtiendrais deux bandes, mais attachées comme des anneaux, l'une dans l'autre, que je ne pourrais pas désolidariser. Donc voilà, c'est un élément assez extraordinaire, c'est qu'il reste solidaire, et donc on retrouve tout le jeu
qu'a mis en place Duane Michels dans sa série. Donc, je vais revenir sur le partage d'écran. C'est-à-dire que effectivement, alors, attendez, hop, voilà. C'est-à-dire que là, il y a deux petites images. Alors, d'un autre artiste que je pense certains d'entre vous connaissent, qui sont d'un artiste qui s'appelle Moritz Cornelius Escher. Donc, cette image, cette gravure date de 1963 et il utilise effectivement la figure de Mobius, là, le mathématicien allemand, et puis il a positionné des petites fourmis, des petites fourmis qui parcourent les deux faces effectivement de cet anneau. Là, vous avez une animation en GIF qui vous permet de suivre une fourmi et de bien constater qu'elle parcourt les deux faces de ce volume. Et vous le voyez là dans l'image d'en bas, et je pense que ça ne vous a pas échappé, c'est que ce volume, si on le prend de cette manière-là, a évidemment, ressemble très fortement au signe infini. Pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, et même il n'y a pas qu'en mathématiques, on utilise souvent ce sigle, et vous le retrouvez très fréquemment, cette boucle, cette espèce de 8 mis à plat, et qui est en fait le signe de l'infini. Donc voilà, on a bien, alors, pour continuer sur cet anneau de Mobius, pour que vous ayez quand même quelques informations, là c'est une autre image d'Escher qui date celle-ci de 1961, un bois gravé. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette image elle a été reprise, et vous la rencontrez presque tous les jours, dans un logo, dans un sigle que vous connaissez sur le recyclage. Donc en fait, vous constatez que le sigle du recyclage, si vous le regardez attentivement maintenant, est en fait un anneau de Mobius stylisé, et qui est utilisé, vous voyez bien le sens du mot de recycler, hein, c'est là encore un peu d'aller vers une éternité des produits, c'est-à-dire ce produit se transformant mais étant toujours réutilisé, etc. etc. Voilà. Donc je finis sur Mobius pour que vous ayez, alors j'ai fait un choix de quelques éléments importants, mais je fais référence à quelqu'un qui s'appelle Jean Giraud, qui est un auteur de BD, j'ai mis... Il est né en 1938 et donc décédé il n'y a pas très longtemps, en 2012. Et j'ai mis en dessous alias Gire, parce que je pense que tous, vous avez un jour vu une bande dessinée du lieutenant Blueberry. Et là, c'est en fait des hommages au moment de sa mort. Et quand il dessinait les bandes dessinées Blueberry, il signait Gire. Mais c'est aussi un dessinateur de science-fiction. Et en fait, quand il signait ses albums de science-fiction, il s'appelait Mobius. Et vous voyez là, d'autres dessinateurs rendant hommage à Gire ont à plusieurs reprises réutilisé l'anneau de Mobius, qui était si cher effectivement à l'auteur Jean Giraud. Donc, et vous voyez bien qu'il avait fait lui-même l'histoire de Mon Double sur ces deux face du personnage dessinateur, à la fois Moebius et à la fois Giraud, l'histoire de Mon Double, dans lequel, vous voyez bien, le personnage tenait des lunettes, à nouveau l'anneau de Moebius. Donc effectivement, cet anneau était très présent dans l'œuvre de Giraud. Mais pour revenir à ce qui était notre point de départ, vous voyez bien que le rapport à l'infini et le rapport à la séquence comme un volume autonome, je dirais presque autarcique, c'est-à-dire que si on prend la photo 3 et la photo 6, nous avons effectivement les deux faces de ce fameux volume, le recto et le verso de la feuille, et puis qui, je dirais, passant de l'une à l'autre, nous permettent de revenir au point de départ. C'est-à-dire que finalement, cette séquence, et c'est ce qu'elle a vraiment de totalement extraordinaire, est évidemment beaucoup moins une photographie d'une salle de bain, d'une vitrine, d'un livre, d'un personnage dans un corridor, qu'une représentation photographique d'un anneau de Moebius. Et ça, effectivement, c'est d'abord très rare. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'autres exemples à ce point aboutis sur ce travail-là. Mais effectivement, tout l'enjeu pour Duane Michels était, je dirais, de nous emmener et qu'on parcourt avec lui les deux faces de cet anneau de Moebius. Alors, il y a bien entendu, alors c'est déjà en soi un élément assez extraordinaire, mais il y a d'autres éléments qui sont assez étonnants. Si vous voulez bien, on pourrait revenir, alors je pense que c'est ça, à cette image, je rappelle qu'il est la troisième de la série.
Et effectivement, je vous avais dit tout à l'heure qu'il était assez étonnant que ce personnage n'ait qu'une jambe. Alors là, c'est le côté un peu facétieux et un peu ironique de Duane Michels. Si vous regardez bien, alors si certains voient ma souris et vous la suivez, ma souris, là, en fait, on devine le talon d'une chaussure et un pied qui est posé sur ce meuble. Donc, si j'avance, en fait, j'ai silhouetté la deuxième jambe. Donc, vous voyez bien que le personnage, s'il a pris une position aussi particulière, c'est-à-dire qu'il a gardé son pantalon, sa chaussure noire pour que quasiment la jambe s'efface dans le décor, et par contre, il a remonté son pantalon pour que la jambe soit dénudée devant le lavabo, il ne s'agit pas du tout d'un acte du hasard, il s'agit bien d'un acte volontaire où le personnage voulait clairement être vu de cette manière-là. Je reviens sur la photo de départ. Donc, vous voyez que là, on ne pense pas à cette question. D'ailleurs, je dirais pour l'avoir utilisée à plusieurs reprises, les spectateurs, des fois, ou les étudiants ne se posent absolument pas la question comment tient ce personnage sur une jambe, comme quoi ce n'est pas tout à fait évident. Mais effectivement, l'émergence de cette jambe cachée est effectivement pas neutre. Pas neutre parce que ça renvoie, parce que n'oubliez pas que dans cette séquence, nous sommes complètement sur le paradoxe mini-salle de bain géant. Et là, il y a un petit décalage sémantique, c'est-à-dire que les géants, souvent, notamment le cyclope, il n'a qu'un œil, eh bien, le géant de Duane Michels n'a qu'une jambe. Voilà, donc il y a un peu des citations de cette manière-là. Et si on avance un peu d'ailleurs dans cette image, vous voyez qu'il y a l'autre élément qui est évidemment particulièrement intéressant, c'est le regard du personnage. Parce que la position du personnage n'est évidemment pas neutre. Il regarde, et là j'ai mis une flèche jaune pour matérialiser, concrétiser la direction du regard. En fait, il regarde au fond des cabinets, des petits cabinets qui sont là. Et du coup, on commence à comprendre la subtilité par rapport à cette image-là. C'est que le corridor, le couloir de briques est en fait là aussi une représentation métaphorique de la cuvette, mais de l'autre point de vue, c'est-à-dire le personnage qui est là va sortir, regarde vers le haut, avance vers le haut, et au-dessus, alors là, je l'ai symbolisé de cette manière-là, l'œil de l'autre personnage le regarde. Donc il a vraiment créé un lien très particulier entre ces deux personnages. C'est-à-dire que dans ces deux images, je vous les rappelle, la 3 et la 6, effectivement, qui sont complètement exclusives, mais qui entretiennent une relation qui est très étonnante. Si vous voyez bien, en plus, elles sont l'une en dessous de l'autre. Là, ça simplifie un peu la manière de les regarder. Ce personnage regarde dans les cabinets et celui-ci est comme pour surgir des cabinets et passer de l'autre côté du miroir, si vous voulez, évidemment référence à ce qu'on voit là, parce que vous avez aussi des séquences de Duane Michels sur le miroir d'Alice, et donc il y a un jeu permanent, vraiment très subtil, sur les relations entre les personnages. Et la mise en scène, c'est ça qui est évidemment très très important, c'est effectivement la mise en scène qui paraît au départ, encore une fois, totalement anecdotique, et qui était au contraire une mise en scène d'une très grande complexité, d'une très grande précision, pour que chacun des éléments se positionne dans le message autour de cet univers très particulier qui est un anneau de Moebius, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Alors, on va passer un peu dans la dernière partie, après je vous laisserai la parole, mais on a cette image parce qu'en fait, il y a un élément qui est très surprenant, c'est que si on réfléchit bien, alors peut-être que je vais revenir à l'ensemble des 9 images. Si on réfléchit bien, il y a quelque part un problème. Je vais partir pour faire cette image. Je fais une photo d'un espace dans lequel je viens positionner effectivement la jambe. Ensuite, je fais un zoom arrière, enfin j'écarte le champ, je fais cette photographie que je développe, si vous voulez, que je découpe et que je positionne dans un livre. Et j'utilise un langage adapté pour une raison simple. Si vous regardez bien cette image, là, la 3, vous constatez que la photographie n'est pas du tout alignée. Elle est collée, je dirais, assez sommairement, voire tenue par le pouce d'ailleurs à ce stade-là. Là, elle est collée apparemment, mais ici, ce n'est pas sûr.
et elle est surtout alignée pour être juste, vous voyez, comment dire, au-dessus du texte. Rappelez-vous, le mot géant arrive en légende, juste dans la ligne d'en dessous. Donc, effectivement, on a un zoom arrière ensuite, on passe à cette image-là, on écarte le champ, puis on écarte à nouveau le champ, on voit le personnage aller dans le corridor, et en fait, à nouveau, on prend cette photographie et on la positionne dans le cadre, dans la salle de bain. Et voyez, au moment où j'exprime cette, je dirais, cette logique temporelle de la séquence photographique, là, j'essaie de vous expliquer dans quel ordre sont faites les photos. Eh bien, le miroir, il ne peut exister qu'à ce stade-là. Et donc, quand on arrive ici, on se dit, mais pourquoi l'a-t-on vu dans la première image? Alors là, en fait, on a un élément, vous voyez, je le fais en direct. Normalement, ce qu'on a pensé, chaque spectateur imagine que voilà, il s'est passé ceci. Mais en fait, il ne s'est pas passé tout à fait ceci dans la réalité. Parce que voilà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est ça, c'est que le pied est venu masquer un miroir ou une photographie qui n'existait pas, puisqu'elle n'avait pas encore été réalisée dans le développement temporel. C'est-à-dire que ce qu'on a réellement, c'est ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le pied arrive et en fait, il n'y avait pas de miroir. Donc, quand on regarde, alors oui, je vais revenir après. Je vais revenir à ma séquence, excusez-moi. Voilà. Si on imagine cette séquence, en fait, on comprend au travers de le petit exercice que je viens de faire, là, du pied qui arrive devant le lavabo, pardon, on comprend que cette séquence a 8 images, la première étant celle avec le pied, la 8e étant celle-là, et que la 8e a été doublée, enfin, il a fait 2 tirages de cette photographie pour la repositionner en premier, parce qu'il savait qu'il y avait cette jambe qui laisserait penser au spectateur que le miroir était derrière. Mais temporellement, cette image est bien la 8e et ne peut absolument pas être la première. Vous voyez, il y a aussi un jeu complexe sur le temps qui est évidemment très important dans cette séquence photographique. Alors, il y a un dernier élément, parce que ce jeu-là de la jambe que je vous remontre, en fait, il est utilisé depuis toujours par un magazine que je pense tout le monde connaît, qui est le magazine Elle. Parce qu'effectivement, vous le voyez, les lettres, alors ça, j'ai pris un ancien numéro, j'ai même, vous voyez, j'ai pris printemps 1954, c'est le printemps de ma naissance, donc j'ai fait un petit jeu sur effectivement le magazine Elle de cette époque. Et puis j'ai pris le dernier magazine paru avant le confinement, la semaine du confinement, c'était effectivement Lou Doyon qui était en couverture. Et vous voyez surtout ce qui est important, c'est que la tête de Lou Doyon, elle semble masquer un L. Mais tout le monde, voilà, le L, il est là, mais en fait, il n'est pas là. Et il n'a pas besoin d'être là. Et c'est ça qui est très subtil dans le travail de Duane Michels, c'est qu'il utilise exactement le même système. Vous voyez que c'est extrêmement basique, mais effectivement, il nous fait croire, par l'émergence de ce pied, puisqu'on a vu la première image, que ce pied masque en fait un miroir qui n'est pas là. Voilà. Donc, cet élément-là est effectivement particulièrement complexe. Pardon. Voilà. Alors, j'ai pratiquement respecté d'ailleurs le temps. Je ne suis pas loin, j'ai un tout petit peu de marge, mais on va comme ça va nous permettre de discuter un peu. Et donc, j'achève là ma présentation en vous remerciant de votre attention parce que c'est une première par Zoom. Je ne sais pas si c'est extrêmement confortable comme élément, mais je vais pouvoir revenir sur certaines choses si vous le souhaitez, bien sûr. Et ça me permet de présenter un livre sur Duane Michels, photographe de l'invisible, qui est un livre qui est sorti, je pense, il y a une dizaine d'années. Voilà, alors un petit livre où je m'amuse à faire un book face, à ne pas confondre avec Facebook, c'est-à-dire l'art de faire des photos où la couverture du livre remplace votre visage ou votre corps, tout ou partie de votre corps. Donc voilà, je m'étais amusé récemment à faire cet exercice-là. Et puis, je termine par une dernière diapositive, parce que je l'ai découvert aussi récemment. Vous avez un documentaire vraiment remarquable et qui permet d'ailleurs, où la séquence que je viens de vous présenter n'est pas analysée dans le documentaire,
Mais je pense que tout l'univers de Duane Michels que vous verrez dans ce documentaire, je dirais, résonnera parfaitement vis-à-vis de ce que je vous ai expliqué. Vous voyez, il date de 2012. Il est disponible en VOD actuellement. Je l'ai trouvé sans aucun problème, hein, à 2 euros ou 3 euros la location, mais ça vaut vraiment le coup. Puis surtout, petite chose assez étonnante, parce que je ne le savais absolument pas, c'est un documentaire qui a été coproduit par TVRM. Donc voilà, c'est une réalisatrice, Camille Guichard, qui est une réalisatrice française. Donc, c'est un très, très bon complément, même une manière de découvrir, je dirais, la vie de ce personnage particulièrement étonnante de cet artiste. Voilà, donc on va arrêter le partage, on va se libérer les uns et les autres, et pouvoir surtout éventuellement échanger. Alors, pour échanger, évidemment, je ne sais pas combien on est 14 là en ligne. C'est à la fois pas énorme, mais c'est déjà pas mal. Donc, si vous voulez poser des questions, eh bien, dès qu'il y en a un qui parle, les autres essayent de le laisser parler pour qu'on puisse vraiment bien comprendre la question. Voilà. En tout cas, merci. Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je vais prendre la parole alors. Oui. Personne ne la prend. Merci Patrice, c'était vachement intéressant, même si vous connaissez un petit peu. Par rapport à ta dernière démonstration sur la chronologie, je suis un peu surpris parce que toi qui es réalisateur, les photos ne sont pas obligatoirement faites dans le sens de la chronologie de la série. Or, il me semble que tu as fait le raisonnement dans ce sens-là. Oui, tu as raison, bien entendu, mais parce qu'on a deux fois le jeu d'une image qui devient une photographie, effectivement, on n'est absolument pas obligé. Et donc, dans l'absolu, la première photo, la 9e photo, on peut la coller sur la première image. Mais en fait, elle n'y est pas. C'est-à-dire que historiquement, Duane Michels l'a bien fait dans cette chronologie-là. C'est-à-dire qu'il l'a construit de telle manière qu'il puisse mettre la 9e à la première, mais il ne l'a pas fait parce qu'il n'avait pas de raison de le faire. Je suis d'accord, c'est une temporalité qu'on peut aujourd'hui au cinéma, il n'y a pas besoin de trucage pour faire ça, mais ce qui est intéressant, c'est de rester, parce que c'est là où Duane Michels reste en permanence sur cette idée que la photo, c'est jamais la réalité. Et donc, c'est tout sauf la réalité. Et donc, cette manipulation, il l'a fait en permanence. C'est-à-dire que là, il voulait nous montrer quelque chose qui semblait je dirais un enchaînement très cohérent d'images. Et puis, en fait, il y a effectivement, dès le départ, surtout que c'est entre la première et la deuxième, qu'il y a le hiatus, si on peut utiliser ce mot, chronologique. Mais je suis d'accord avec toi, hein, dans l'absolu, ce n'est pas un problème de faire une photographie et de la remettre en arrière, bien sûr. Autre question ? Non, tout le monde. Bonjour à toutes et à tous. Moi, ce n'est pas une question. Je voulais juste vous remercier pour cet exposé tout à fait intéressant. Merci. Bah, écoutez, merci à vous. Donc, effectivement, je dirais au travers de ce premier exemple, hein, c'est le concept des plaisirs partagés. C'est-à-dire que l'idée, c'est que des membres du FRAC, des amis du FRAC, pardon, puissent nous faire partager voilà, je dirais, des choses très différentes, hein, puisque effectivement, nous sommes tous, nous avons des parcours différents, nous avons des passions différentes, mais je crois que c'est intéressant d'imaginer sur une œuvre, un artiste, un lieu, une architecture, etc., d'avoir un éclairage particulier et de la part de quelqu'un qui a passé un petit peu de temps je dirais, autour de ce centre d'intérêt. Bon, vous l'avez compris, hein, j'ai une passion pour Duane Michels depuis très longtemps. Et cette série, d'ailleurs, a été affichée dans mon bureau pendant, je dirais, de nombreuses années avant que tout d'un coup, ça percute. Parce que je n'ai pas trouvé, en fait, il y a beaucoup de séries de Duane Michels qui sont analysées dans des ouvrages, etc. Mais celle-ci, elle est souvent présente, mais elle n'est pas commentée. Et là, voilà, j'étais persuadé qu'il y avait une logique. Et un jour, en travaillant sur l'anneau de Moebius pour une autre raison, je suis revenu à la séquence photographique et
j'ai fait comme le commissaire Bourrel, mais bon sang, mais c'est bien sûr. Quoi. Voilà, les choses devenaient beaucoup plus évidentes tout d'un coup. Autre, oui, Francis. Non. Oui, si, je veux bien mettre un autre élément dans la balance. Tu ne parles pas de fractal, parce que tu fais une boucle, tu parles de la boucle, mais ça peut être aussi une espèce de chose infinie où tout est dans tout, où on recule, et finalement, cette photo est partout, ce pied est partout, etc. Oui, c'est là tu penses notamment à l'approche, je l'utilise d'ailleurs en cours des fois, enfin je l'utilisais, pardon. Donc je suis à la retraite, je ne l'utilise plus. Mais effectivement, par rapport à un clip de Hayam notamment, parce que c'est quelque chose que je pense que tout le monde connaît peut-être, et si vous ne le connaissez pas, allez le regarder. Il y a un clip d'Hayam où effectivement, on fonctionne sur un mouvement perpétuel. Mais là, je pense que la raison pour laquelle l'anneau de Moebius me semble plus adapté, c'est pour les deux raisons majeures que j'expliquais. C'est d'abord qu'il y a le retour à une image, c'est-à-dire qu'il y a un point de départ et il y a un point d'arrivée qui sont identiques. On repasse par la case départ, si vous me permettez cette expression. Et d'autre part, il y a ces deux côtés de la bande de papier. C'est effectivement, il y a un recto et un verso, et on est complètement dans cette image côté pile et côté face de l'image 3 et de l'image 6 qui sont totalement exclusives. Parce que je pense que ça, il y a pensé, évidemment. Vous voyez, d'avoir mis ces deux images-là, qui sont d'ailleurs, Francis, les deux images qui sont reprises en photographie. Vous voyez, c'est deux étapes clés de la série, puisque la première, c'est l'illustration du livre, et la deuxième, c'est l'image qui va dans le miroir. Donc, et on est bien sur deux images où il n'y a qu'un personnage, enfin où il y a intégralement les deux personnages. Enfin, c'est là où on les voit le mieux. Et c'est là où ils rentrent en relation, encore une fois. Vous voyez, il y a beaucoup d'indices qui tentent à mettre en évidence presque le passage d'une face à l'autre. Moi, j'aime bien l'idée qu'on puisse continuer cette série et puis arriver ailleurs, tu vois, et puis trouver d'autres lieux. J'imagine que c'est des sujets pour des enseignants, tout ça, c'est très riche à exploiter. Je précise que j'ai pas eu Patrice comme enseignant. Mais non, mais comment dire, bien sûr, hein, on peut aller vers d'autres espaces, mais parce qu'effectivement, une fois qu'on a bouclé, on peut continuer éternellement, comme le gif de Escher où les fourmis parcourent éternellement cet espace. Est-ce que la sortie de la boucle de Moebius, c'est pas le exit qu'on voit sur la photo numéro 3 de mémoire? Oui, non, mais tout à fait. C'est important puisque quand je l'ai signalé, vous voyez, c'est un peu le jeu de cet exercice. J'ai oublié en fait après. Et effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que le mot exit est quand même incroyable puisqu'il nous donne finalement l'idée qu'on peut s'en sortir. Et en fait, on est pris dans cet espace très particulier, cet espace clos où il n'y a effectivement pas de sortie. C'est-à-dire que pourtant, même si la sortie à un moment nous est indiquée, en fait, il est clos cet espace. Il est non seulement, je le disais tout à l'heure, il n'y a pas de hors-champ, mais il est refermé sur lui-même, effectivement. Tel qu'il est présenté là, ça le rend totalement étonnant. Et moi, je voudrais revenir, tu as parlé du miroir et tu as toujours appelé cet objet miroir parce qu'il est au-dessus d'un lavabo, alors que c'est un cadre photographique. Oui. Quand on parle de miroir, ça convoque plusieurs tableaux dans lesquels il y a des miroirs. Quel lien tu fais entre le cadre photographique et miroir? Non, mais tu as raison. Alors, d'ailleurs, c'est un jeu assez subtil sur cet objet, puisqu'au départ, quand on pense salle de bain, on le classe dans la catégorie miroir. Et en fait, c'est quand on avance dans la séquence qu'on a compris que tout d'un coup, ce miroir est en fait, ce miroir est une photographie. Effectivement, c'est une photographie parce que c'est absolument pas un miroir, mais c'est aussi un jeu de la part de Michels de mettre cette photo à la place, lieu et place d'un miroir, pour symboliquement d'ailleurs renvoyer à cette autre séquence qu'il a faite. Allez voir l'œuvre de Michels, il a fait une séquence sur le miroir d'Alice où effectivement il met complètement en scène comment on traverse le miroir d'une certaine manière. Et je crois que ce travail-là, c'est les deux objets. C'est à la fois le miroir de cette salle de bain et c'est à la fois la photographie, enfin, le recto ou le verso de la fameuse bande de l'anneau de Moebius. Il joue sur cette ambiguïté. C'est pour ça
j'utilise très fréquemment les deux mots parce que je pense que pour lui, ça ne le gêne pas qu'on utilise l'un ou l'autre. Passer derrière le miroir, c'est passer de l'autre côté de la bande et ainsi de suite.